Et c'est parti. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour Elodie. Euh, Bon, Bienvenue dans ce nouvel épisode des Design Bento Box. Donc, le Design Bento Box, c'est les webinaires mensuels du laptop. Le laptop, qu'est-ce que c'est? C'est un centre de formation qui a été créé en 2012, à la base imaginé comme un coworking. Aujourd'hui, on propose plus d'une quinzaine de formations. Donc, je vous enverrai les liens si vous ne nous connaissez pas pour que vous puissiez aller regarder un petit peu notre site internet pendant ou après l'événement, plutôt après d'ailleurs. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Elodie Mermet qui travaille chez Back Market et qui va nous parler de storytelling et notamment, comme ça s'affiche sur votre écran, du rôle du storytelling dans la collaboration d'équipe. Vous pouvez, comme vous êtes en train de le faire, utiliser le chat pour échanger avec nous. Voilà, n'hésitez pas à nous dire un petit coucou, ça fait toujours plaisir. Si jamais vous avez des problèmes de son, vous pouvez aussi nous signaler là si ça vient de nous. On essaiera de les résoudre. Je vous encourage, si vous avez des questions pendant la présentation, à utiliser l'onglet questions qui est en bas à droite de votre écran. Ça vous permet non seulement de poser les questions à Elodie, mais aussi de voter pour les questions des autres participants. Comme ça, à la fin, on prendra un petit temps pour répondre avec Elodie à toutes vos questions. Enfin, vous avez l'onglet sondage. Voilà, pareil, n'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil. On vous a préparé 2-3 sondages. Ça nous aide, nous, à savoir un peu qui vous êtes, d'où vous venez et comment est-ce qu'on peut améliorer à la fois la communication et les contenus des Design Bento Box. Un dernier petit mot, si le sujet de la collaboration, de faire collaborer ensemble les équipes design, de manager les équipes design vous intéresse, sachez qu'on a une toute nouvelle formation dont la première session est en train de se dérouler aujourd'hui. Une formation qui est consacrée au Design Ops. Donc pareil, je vais vous mettre les liens dans le chat. N'hésitez pas, si ça vous intéresse, à aller jeter un petit coup d'œil sur notre site internet. C'est à peu près tout pour moi. J'ai plus rien à vous dire. Je vais laisser la parole à Elodie qui va nous faire sa présentation. Encore une fois, merci Elodie d'être parmi nous et je te laisse la main. merci beaucoup, merci au laptop de m'accueillir et merci à vous de prendre le temps de m'écouter lors de votre pause déjeuner. Donc aujourd'hui, on va parler d'un outil qui est le storytelling, qui va vachement vous aider dans la collaboration avec vos équipes, que ce soit avec les ingénieurs, en tant que product manager, product designer, et même dans d'autres métiers. Avant ça, je vais vous parler de ma petite histoire très rapidement pour me présenter. Si on voit mon histoire un peu géographique en mettant en avant quelques petits bouts, j'ai travaillé à Sydney en tant que UX designer en agence e-commerce. Ensuite, je suis rentrée au pays et j'ai découvert la ville de Lyon en tant que lead UX, toujours en agence e-commerce. La ville est pas mal, du coup j'y suis restée, mais cette fois-ci en travaillant d'une autre façon, donc en travaillant à distance, donc avec une boîte qui s'appelle Itch, qui est le VTC français, donc en senior product designer. Donc ça y est, le nom a changé, c'est plus UX design je suis passée du côté du product design, donc plutôt sur la partie après-vente. Et donc l'expérience suivante, qui est mon expérience actuelle depuis un peu plus de 2 ans et demi maintenant, donc c'est chez Back Market en tant que principal product designer. Donc au début, j'ai commencé à travailler sur la partie après-vente. Donc, c'est pour ça que vous allez voir des exemples sur la partie après-vente. Mais maintenant, je suis plus sur la partie e-commerce. Et donc, pour ceux qui ne connaissent pas Back Market, donc c'est une marketplace qui vend des appareils électroniques reconditionnés. Donc, on travaille avec énormément de reconditionneurs partout dans le monde. Depuis quelques mois, on est très content parce qu'on a été certifié B Corp, mais on est encore plus content de la valeur qu'on fournit aux utilisateurs et surtout la mission de notre entreprise. Et pour vous ne pensiez pas que je fasse du greenwashing, je vous ai montré quelques chiffres qui racontent un peu tout. Donc, en achetant un appareil reconditionné, donc là, c'est dans le cas d'un smartphone reconditionné, vous évitez de gaspiller énormément de matières premières et l'eau qui est utilisée aussi pour construire les composants. Et donc, vous évitez de générer jusqu'à 89% de déchets électroniques en moins et énormément d'émissions de carbone. Si vous n'êtes pas encore convaincu qu'il faut acheter du reconditionné chez nous ou ailleurs, n'hésitez pas à aller sur notre site ou à me contacter en direct. Je pourrais vous donner plus d'informations. Donc, on passe cette phase de présentation et revenons sur notre sujet qui est le storytelling.
Donc, pourquoi utiliser le storytelling au quotidien, donc en tant que product designer, product manager ou dans un autre métier? Donc, je vais commencer direct par un exemple. Vous allez voir deux présentations d'une marque qui s'appelle Skison, qui n'existe pas. Après, on va discuter un peu de ces présentations. Donc, j'espère que le son va fonctionner. Vous me dites sur le chat si ce n'est pas le cas. Et donc, écoutons la présentation de Nicolas. Nouveau service de vente de vêtements de ski par Skison. Nous sommes heureux de vous présenter notre tout nouveau service de vente de vêtements de ski. Chez Skison, nous nous sommes engagés à fournir des produits de qualité pour votre plaisir hivernal. Notre gamme de vêtements de ski comprend une variété d'options pour répondre à vos besoins. Nous offrons des vestes, des pantalons, des sous-vêtements thermiques et plus encore, conçus pour vous garder au chaud, au sec et confortable sur les pistes. Nous avons également des accessoires tels que des gants et des bonnets pour compléter votre tenue. Vous pouvez compter sur nous pour des produits de qualité et un excellent service. Découvrez notre collection de vêtements de ski aujourd'hui et préparez-vous pour une saison d'hiver exceptionnelle avec Skison. Donc, merci Nicolas pour cette présentation de Skison. Et donc, on va écouter une seconde présentation. Donc, cette fois-ci, par Lola, toujours sur Skison. L'évasion hivernale avec Skison. Imaginez-vous, au sommet d'une montagne majestueuse, entourée de la beauté glacée de l'hiver. Le vent frais sur votre visage, la neige croustillante sous vos pieds, vous vous préparez à dévaler les pentes dans vos vêtements de ski dernier cri. Chez Skison, nous croyons que chaque aventure hivernale devrait être une expérience inoubliable, où la performance et le style se rencontrent. C'est pourquoi nous sommes ravis de vous présenter notre tout nouveau service de vente de vêtements de ski, conçu pour vous permettre de vivre l'hiver dans toute sa splendeur. De la première descente à la dernière remontée, nous vous habillerons pour la réussite et l'élégance. Rejoignez-nous pour une évasion hivernale sans pareil avec Skison. Et donc, voici pour ces deux présentations. Donc, la première de Nicolas et la seconde de Lola. Vous pouvez répondre sur le chat et me dire entre la 1 et la 2, laquelle pour vous est plus mémorable, laquelle vous laissera quelque chose en mémoire, on va dire, dans une heure. Laquelle aussi a suscité peut-être un peu plus d'intérêt, ont généré des émotions, peut-être que certains se sont retrouvés un peu plus déjà en haut des pistes, ce qui devrait arriver dans quelques mois. Donc, bien sûr, vu qu'on parle de storytelling, je vois qu'on est plus ou moins d'accord sur le chat. En effet, c'est la deuxième, la présentation de Lola. Elle a un peu. Alors, on va parler d'abord de la présentation de Nicolas. Elle est intéressante parce qu'elle fonctionne. Elle présente la marque, elle présente ce que fournit la marque, mais elle dit exactement ce qu'ils font. Donc, il y a vraiment une présentation du catalogue. Alors que la présentation de Lola, la deuxième, elle explique pourquoi ils font ces produits pour les équipements de ski. Elle explique l'expérience qu'elle veut vous fournir et le comment, c'est avec ses vêtements de ski. Donc, elle nous emmène vraiment dans un univers. Et c'est là, justement, qu'on voit que d'une histoire, ça nous permet de garder un message gravé en mémoire et ça nous embarque. C'est pas juste des faits qui nous sont transmis, mais il y a aussi des émotions derrière. Donc, forcément, ça reste un peu plus en mémoire. Donc, le storytelling, c'est quoi ? Avant de vous montrer la définition pratico-pratique, déjà, il faut se dire que c'est un code universel. Depuis qu'on est tout petit, on entend des histoires, donc c'est une façon de communiquer qui parle à tout le monde. Et donc, on va s'attacher plus aux histoires qu'aux faits. Et d'ailleurs, on va faire appel plutôt à votre empathie, à vos émotions. On va essayer de vous évader comme Lola a pu le faire. Et vous voyez que c'est des codes quand même, des histoires qui sont utilisées par exemple dans les médias. Dans les médias, vous allez beaucoup plus retenir une information si elle est racontée par le prisme, je ne sais pas, de quelqu'un qui a vécu un événement marquant que de montrer des chiffres. Tant de personnes sont touchées par tel ou tel événement. Donc les histoires ont vraiment un pouvoir énorme pour transmettre des messages. Et donc le storytelling, c'est vraiment l'art de raconter des récits. Donc qu'on va mémoriser, qui sont captivants. Et donc, ces récits, ils sont utilisés pour communiquer des idées, des émotions.
et que ça vous reste en tête. Donc très bien, les histoires, on en entend partout. Et concrètement, comment on peut le mettre en application en tant que product designer, product manager, ou même côté engineering? Et bien encore une fois, je vais vous montrer un exemple. Et donc, je vais vous montrer l'exemple d'un service après-vente qu'on a mis en place. Donc, l'histoire que je vais vous raconter, en fait, ça a été le livrable d'un design sprint qu'on a fait donc, en petite équipe et après qu'on a transmis à une plus large audience. Donc, en tant que back market, et si nous proposions des solutions plus efficaces et respectueuses dans l'environnement pour aider nos clients à réparer les appareils défectueux et donc leur économiser du temps et de l'argent. Donc, je vais vous raconter l'histoire de Niels. Désolée, je n'ai pas traduit l'histoire, mais je vais vous la faire en français. Donc, ce que vous allez voir est en anglais. Donc, Niels commande un téléphone sur Back Market. Il a encore quelques doutes sur le reconditionné. Du coup, il va regarder un peu les conditions de garantie. Et là, bonne surprise, il voit qu'il a exactement les mêmes conditions de garantie que sur du neuf. Et encore mieux, il voit qu'en cas de pépin, il peut aller dans un magasin de réparation qui est situé à moins de 40 minutes de chez lui. Donc, banco, Niels est convaincu, il achète son téléphone, il le reçoit, tout se passe bien. Et là, dommage, ça peut arriver, rassurez-vous, ce n'est pas la plupart des cas, mais bon, je travaille sur la partie après-vente. Et là, dommage, donc 2 semaines après, il se rend compte que son haut-parleur dysfonctionne. Donc, il va sur le site Back Market, il ouvre une réclamation. On lui propose peut-être une solution pour réparer son problème à distance. Donc, par quelques manipulations, des fois juste en mettant à jour son téléphone. Bon, dans le cas de Niels, ça ne marche pas malheureusement. Mais aucun souci, car on propose à Niels de retourner son téléphone. Et donc là, on lui présente plusieurs options. Donc, ce qui intéresse Niels, c'est qu'il voit des options qui peuvent fonctionner pour qu'il ait un téléphone assez rapidement, mais surtout, il voit une option qui est la réparation en magasin. Et il se rend compte que juste en 1 heure ou jusqu'à 2 jours, il peut avoir son téléphone qui est réparé. Donc, il regarde en détail comment ça se passe. Il choisit son magasin de réparation le plus proche. Quelques heures plus tard, Niels se rend dans son magasin. Le réparateur sait déjà quel est le problème de Niels, donc il lui prend juste son téléphone et lui donne une indication pour le délai de réparation. Et bonne nouvelle, 22 heures plus tard, Niels du coup va récupérer son téléphone parce qu'il reçoit un email pour dire qu'il est prêt et qu'il a été réparé. Donc, grâce à cette fonctionnalité, on a fourni une meilleure expérience à Niels, parce qu'on est passé d'une solution qui était avant en quelques jours à en quelques heures sans son téléphone, parce qu'il a besoin de son téléphone au jour le jour. Il n'y a pas eu de coût de livraison pour le retour, du côté du marchand. Et donc, on a aussi évité des émissions carbone sur la livraison, et il n'y a rien à gérer côté marchand. Donc, vous voyez, dans mon histoire, cette histoire, en fait, elle nous a aidé à montrer toutes les étapes que Niels va rencontrer dans la mise en place de notre service. Donc, que ça soit de la résolution à distance, de ce qui se passe avant l'achat et de ce qui se passe en magasin. Donc, c'est quand même une approche un peu plus mémorable au lieu de vous avoir mis une liste de bullet points de fonctionnalités qu'on allait mettre en place. Donc, bien sûr, c'est toujours important d'avoir cette liste de fonctionnalités, que ce soit sur une page Notion ou ailleurs, mais quand vous voulez communiquer et expliquer l'expérience que vous voulez fournir, une histoire aura toujours un peu plus d'impact. Et celle-ci a eu notamment plus d'impact parce qu'elle a été co-construite lors d'un design sprint. Donc, les gens, le premier cercle, on va dire, d'influence était déjà embarqué, et donc après, il fallait juste le communiquer aux autres cercles d'influence. Et donc après, on a présenté du coup cette BD en détail à l'équipe qui allait créer l'expérience brique par brique. Parce que ce que vous voyez, on n'a pas tout fait d'un coup, on a commencé par certaines étapes et après, on a l'expérience au total après plusieurs itérations. Et donc, cette BD a aussi permis d'être partagée au COMEX, donc qui étaient plus les sponsors du projet, à certains membres du COMEX, pour leur expliquer ce qu'on voulait faire en termes d'expérience. Donc, le storytelling,
ça va vous permettre vraiment d'expliquer. Il y a d'autres façons d'expliquer, mais c'est juste ça va vous permettre d'expliquer de façon un peu plus mémorable. Ça peut être une vision que vous avez sur un service de moyen ou long terme. De montrer justement le problème que vous allez résoudre. Donc, quand vous travaillez au sein d'une équipe, peut-être que vous avez déjà plein de choses en tête, vous savez vers quoi vous voulez aller, mais vous n'avez peut-être pas encore réussi à traduire toute l'expérience que vous voulez fournir. Et donc, le fait de le faire sous forme d'histoire, les gens vont comprendre vers quoi vous voulez aller. Donc, vous allez peut-être un peu mieux onboarder votre équipe autour d'un projet. Et de toute façon, ce fait de faire des histoires, c'est un travail qu'on fait en tant que designer ou même product manager, parce qu'on raisonne en termes de flow et on raisonne en termes de façon visuelle. Donc là, c'est juste traduire le travail que vous faites en termes de flow sous forme d'histoire. Donc, en plus d'expliquer, le storytelling, ça permet d'aligner tout le monde. Donc, vous pouvez avoir une première version de votre histoire. Et par exemple, lors du Design Sprint, on a fait une première version. Mon partenaire business aurait très bien pu me dire « Attention, Elodie, on n'aura peut-être pas autant de partenaires de réparation. Donc, mettre en avant la réparation en magasin, comme on peut le voir ici, donc en première option, c'est peut-être pas la meilleure solution parce qu'au début, ils seront uniquement en région parisienne. Donc, vu qu'on parle de vision, on peut peut-être garder cette option. Si par contre, mon partenaire business m'avait dit ça sera le cas pendant les 2-3 ans, bon, peut-être que j'aurais changé mon design, qui est une petite exploration faite rapidement. Et peut-être que j'aurais demandé, par exemple, la localisation du client ou valider la localisation du client. Donc là, vous voyez, dès le début, juste en racontant une petite histoire, en ayant quelques petits écrans designés qui n'ont pas besoin d'être peaufinés, on peut déjà permettre un alignement et tacler certains débats qui pourraient venir trop tard lorsqu'on veut implémenter notre projet. Autre chose aussi, quand on intègre un service dans un produit. Donc là, l'équipe avec qui on a travaillé, c'était l'équipe qui était dédiée pour la réparation. Donc le sujet, par contre, faisait partie de toute l'expérience d'après-vente. Et donc, ça permet aux autres équipes qui gèrent l'expérience après-vente, donc peut-être les résolutions de problèmes à distance, même l'équipe CRM pour tout ce qui est notification email, ça permet de voir où est-ce qu'on veut aller. Et donc, tout le monde s'aligne sur ce qu'on vise en termes d'expérience, la priorisation de la réparation au sein de toute l'expérience d'après-vente, donc qui est dépriorisée par rapport à la solution à distance, par exemple. Et donc, ça donne une vision globale, pas uniquement à votre équipe directe, mais aussi à toute l'équipe produit. Et troisième point, le storytelling, ça permet bien sûr d'inspirer. Ça montre qu'on va beaucoup plus loin que les écrans qu'on peut designer. On montre l'expérience qui se passe avant l'achat, qui se passe dans la vraie vie, donc dans le magasin de réparation. Et donc, ça peut aussi générer d'autres idées, par exemple, de faire des guides à nos partenaires réparateurs pour la façon dont ils accueillent les clients, etc., etc. Donc, même si on va commencer par un MVP, donc par quelque chose de plus petit au sein de cette histoire, c'est toujours important de montrer ce qu'on vise au plus long terme pour inspirer nos équipes, pour qu'ils se rendent compte justement que ce qu'ils font, ça va avoir un impact dans cette expérience. Parce que si on montrait uniquement le MVP, un truc tout bête, c'est que les ingénieurs, par exemple, vont designer une architecture technique. Mais s'ils n'ont pas en tête ce que vous visez sur le long terme, peut-être que leur architecture qui va fonctionner pour le MVP n'aura pas été pensée pour évoluer, pour aller dans le sens de l'expérience que vous voulez atteindre. Donc, ça veut dire qu'au fur et à mesure des itérations, peut-être qu'il y aura des choses à jeter, alors que s'ils avaient cette information dès le début, ils auraient pu créer une architecture technique plus évolutive. Donc, le storytelling, ça peut s'appliquer vraiment à tout niveau. Là, je vous ai montré comment on peut communiquer le résultat d'un design sprint. Ça peut être le résultat d'un petit brainstorming, d'un résultat de recherche utilisateur, mais ça aussi peut être plus global sur la vision d'un service, d'un produit. Et chez Back Market, on le fait même pour la présentation des OKR de boîte, donc des objectifs à l'année de la boîte. Je passe à la partie pratique. Je ne sais pas s'il y a déjà des...
ou si c'est OK de passer à la partie pratique. On a une petite question qui concernait ton introduction, donc on peut peut-être la partager là. C'est Charlotte qui demande quelle est la différence entre l'histoire de Niels et une expérience map ou Customer Journey Map? Alors, la différence de l'histoire, c'est juste que l'expérience map, souvent tu la montres sous forme de flow avec des écrans, des flèches, et donc c'est une map en fait que tu vas visualiser, qui est peut-être un peu moins facile qu'une BD à présenter pour des gens qui ne sont pas, par exemple, au jour le jour dans l'équipe produit. Par exemple, l'expérience de Nice a été plus facile à partager en tant que BD pour présenter justement l'expérience qu'on voulait faire au COMEX. L'expérience map, elle demande un peu plus, on va dire, d'effort de concentration, alors qu'une BD ou une vidéo ou des slides, c'est un peu plus simple à lire. Après, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire d'expérience map, hein, il faut le faire, c'est juste, on va en parler par la suite, il faut adapter le format de son histoire à l'audience à laquelle tu vas parler. Donc, si les gens ont 20 minutes à consacrer à lire en détail l'expérience map, savent bien naviguer dans son expérience map, peut-être que ça peut suffire. Par contre, est-ce que l'histoire va être assez synthétique pour qu'ils s'en rappellent? Donc, j'espère que j'ai répondu à ta question. Charlotte, oui, c'est bon, elle vient de me l'indiquer dans le chat. Merci pour ta question, Charlotte, et j'en profite pour vous dire de ne pas hésiter à poser les vôtres dans l'onglet questions et voter pour celles des autres participants. Alors, du coup, je passe à la partie pratique qui va vous montrer quelques outils pour faire un bon storytelling. Donc déjà, il faut définir sa stratégie de communication. Donc on en parlait avec l'expérience map. Est-ce que justement, va être l'objectif de l'histoire que vous voulez raconter? Donc est-ce que c'est présenter une fonctionnalité, un nouveau service comme l'histoire de Niels? Est-ce que c'est partager une vision? Est-ce qu'il s'agit de présenter des OKR de boîte? Et donc, vous avez défini votre objectif. Maintenant, quelle est la cible? Est-ce que la cible est interne? Donc est-ce que c'est votre équipe? Et même au sein de cette cible interne, est-ce qu'il y a différents échelons de communication? Par exemple, est-ce que c'est votre équipe directe avec qui vous allez délivrer cette nouvelle fonctionnalité? Est-ce que vous avez des parties prenantes qui doivent être au courant du projet? Donc là, vous n'allez peut-être pas aller dans le même niveau de détail de l'histoire. Et ça peut être aussi des cibles externes. Par exemple, mon histoire aurait très bien pu être partagée aux réparateurs. Donc peut-être que j'aurais changé et mis un peu plus d'étapes sur ce qui se passe en magasin et les informations qui sont envoyées aux réparateurs. Ça peut être aussi les clients finaux. Donc ça peut être très bien présenter aux clients de nouvelles fonctionnalités qui vont être mises en place sur leur outil. Donc par exemple, pour les marchands, donc les reconditionneurs, dès qu'ils ont une grosse mise à jour, une nouvelle fonctionnalité sur leur site de gestion des demandes après-vente, on essaye de leur expliquer la nouvelle fonctionnalité de façon, on va dire, un peu plus ludique pour qu'ils comprennent l'intérêt de cette fonctionnalité. Toujours dans la stratégie de communication, un petit point que j'ai oublié ici. Quand vous définissez votre stratégie de communication, essayez aussi de voir avec qui vous pouvez travailler pour définir cette histoire. Donc chez Backmarket, on a de la chance d'avoir des content designers. Souvent, ce sont les meilleures personnes pour écrire une histoire mémorable. Donc n'hésitez pas à travailler ensemble. Ça peut être aussi avec le PM, ça peut être avec l'équipe, toute l'équipe qui a participé au design sprint. Donc essayez de travailler ensemble parce qu'encore une fois, si l'histoire est faite de façon collaborative, vous avez déjà embarqué votre premier cercle d'influence. Donc, deuxième partie pour définir sa stratégie de communication, définissez quel est le canal de communication. Il y en a peut-être plusieurs, mais en fonction de votre cible et en fonction de l'objectif de votre histoire, peut-être qu'un format d'email suffira pour raconter ce que vous voulez transmettre comme message. Peut-être qu'un article, on fait beaucoup avec les marchands, souvent quand on a une nouvelle fonctionnalité, on leur communique par email. Ils peuvent accéder à une petite vidéo ou un résumé et après, ils ont plus de détails sur cette nouvelle fonctionnalité dans un article. Si c'est en interne, peut-être qu'il faut présenter en direct cette vision, donc en vidéoconférence,
Et après, donner un lien sur un message Slack ou faire référence à cette histoire sur Notion ou Confluence. Et surtout, donc ce que je disais tout à l'heure, par exemple, si on prend l'équipe interne, il y a peut-être différents niveaux de communication à avoir. Donc, par exemple, si l'histoire que je vous ai montrée de Niels, on l'a partagée plus sur un message Slack à nos sponsors pour qu'ils nous donnent des retours. Mais par contre, c'est une présentation qu'on a fait en direct à notre équipe qui livrait la fonctionnalité. Et donc, quand vous allez faire des présentations en direct, un petit conseil, essayez d'intégrer les rituels existants. Si des équipes ont des points hebdo, des points mensuels, ou même s'il y a un point mensuel avec toute la boîte et c'est pertinent que tout le monde soit au courant, rejoignez plutôt ces rituels plutôt que d'organiser une réunion supplémentaire. Tout le monde sera content d'éviter une réunion supplémentaire et donc ils seront peut-être un peu plus attentifs aussi. Maintenant, on a défini notre stratégie de communication. On sait quel canal on va utiliser. Et définissons le format de notre histoire. Donc, je vous ai mis quelques exemples de formats, il y en a d'autres. Donc, quelque chose de... et encore une fois, il n'y a pas besoin d'être un artiste pour raconter une histoire qui visuellement aussi soit intéressante. Vous pouvez très bien utiliser des slides pour raconter votre histoire. Vous pouvez créer des vidéos. Je vais faire un focus sur la création de vidéos quand on n'est pas motion designer et qu'on ne maîtrise pas d'outils de vidéo. Vous pouvez créer une BD aussi, comme ce que je vais vous montrer. Pareil, on va approfondir ça un peu plus juste après. Ou ça peut être un communiqué de presse. Donc, par exemple, le New York Times explique une super fonctionnalité qui a été mise en place par Back Market et qui va changer le monde de la tech, etc. Donc, vous pouvez très bien faire un faux communiqué de presse qui vous servira pour raconter l'histoire en interne. Et il y a d'autres façons encore plus simples de raconter l'histoire. Je vous parlais de la vidéo. Si vous ne savez pas du tout faire de vidéo, vous pouvez très bien, si vous avez un prototype ou quelques écrans, faire vos slides, vous enregistrer pour avoir une voix en fait qui raconte l'histoire et après vous partagez ça, ça marche aussi. Donc quelques exemples de formats en fonction du besoin en fait pour raconter l'histoire par exemple des OKR. Donc ça, il faut que votre histoire elle soit communiquée sur le moyen long terme. Et donc, c'est bien d'avoir une première présentation synchrone, et après un partage asynchrone pour que toute l'entreprise, tout au long de l'année, puisse s'y référer. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'il y a une première présentation globale, donc lors de notre point mensuel d'entreprise. Donc là, c'était des slides et les membres du COMEX qui présentaient les OKR de boîte. Donc, sous forme d'histoire aussi. Il y avait un thème annuel et après, chaque OKR est lié au thème. Ensuite, donc il y a un second support qui est accessible à tous, qui était une page, donc nous c'est Confluence, mais ça peut être une page Notion ou autre chose, qui permet à tout le monde de s'y référer à tout moment. Et d'avoir peut-être un peu plus de détails sur chaque OKR. Pour la vision, donc les formats qui ont été choisis, donc ça c'était la vision d'un service. Pareil, c'est une vision moyen-long terme, donc on va dire allez 2-3 ans. Les cibles, donc c'est l'équipe, donc plusieurs niveaux dans l'équipe et peut-être toute l'entreprise. Donc, il y a une première présentation lors d'un point global d'entreprise, le point mensuel avec une vidéo très courte. Ça peut être aussi sous forme de slide. Et une seconde présentation, un second support qui est accessible à tous, donc sur une page Notion ou Confluence, et avec la BD qui détaille vraiment l'expérience qu'on souhaite fournir sur le long terme à nos utilisateurs. Donc la vidéo, c'est une partie courte de l'expérience résumée et la BD était la vision détaillée de l'expérience. Troisième exemple, c'est le lancement d'une fonctionnalité. Donc par exemple, là, les magasins de réparation que je vous montrais pour Niels. Donc c'est quelque chose qui est peut-être moyen, voire court terme. Donc en synchrone, ça peut être intéressant de faire une présentation interne avec une vidéo courte ou des slides. Et après, si c'est en asynchrone, il y a une des cibles qui seront les clients ou les partenaires ou les marchands. Et donc là, ça peut être intéressant de faire une courte vidéo pour présenter la fonctionnalité quand elle va être lancée, qui sera accessible via un email et toujours accessible aussi sur un article.
Donc voilà, en fonction de ce que vous avez à présenter, choisissez bien le canal et le bon format. Et il y a toujours plusieurs options et aussi, vous voyez le temps que vous avez à dédier pour écrire ce storytelling. Si vous n'avez pas beaucoup de temps, n'essayez pas de faire un format qui est trop complexe. Donc, stratégie de communication faite, format choisi. Donc maintenant, il est temps de préparer votre histoire. Donc, listez tous les éléments importants de votre fonctionnalité, de votre vision ou des OKR, par exemple. Donnez-leur un ordre logique. Et ensuite, s'il y a des éléments dans votre histoire qui doivent être illustrés, parce que sinon, c'est difficile aux personnes qui vont lire cette histoire de se projeter, de comprendre ce que vous voulez dire, ce que vous voulez transmettre comme idée, et designer certains écrans. Et après, le design, ça ne veut pas dire d'aller dans le détail. Ça peut être un petit sketch très basse fidélité, ou ça peut être même une capture d'écran d'un exemple que vous avez vu sur un autre site, et donc les gens arriveront à se projeter. Donc, petite astuce pour écrire l'histoire, si vous ne savez pas par où commencer, listez d'abord le problème à résoudre. Donc là, dans l'histoire de Nils, c'est ma première slide avec et si nous pouvions aider nos clients à avoir une solution rapide, on va dire, en cas d'appareil défectueux. Listez ensuite votre point central. Donc pour Nils, c'est de valider sa demande de réparation au magasin. Et la fin qui est, Nils est reparti avec un téléphone qui fonctionnait. Et donc, une fois que vous avez ces points-là, après, vous complétez votre histoire. En fait, vous avez une histoire à trous et donc vous la complétez en mettant les fonctionnalités que vous avez listées précédemment. Donc, je vais passer sur le format des vidéos. Je tiens à préciser, c'est pour les nuls. Donc, je vais montrer un exemple plus pour la création de vidéos sur Figma. Alors, pourquoi pas utiliser de logiciels de vidéo? Si vous savez le faire, faites-le. C'est juste que je n'ai pas encore pris le temps de le faire et donc c'est un moyen assez rapide pour moi de transmettre une histoire. Donc, si vous maîtrisez Figma, ça peut être très bien aussi sur Google Slides. C'est juste que les animations vont avoir... peut-être qu'il y aura un petit peu moins d'animation, on va dire. Si vous utilisez Figma, donc voici quelques petites astuces. Donc, déjà, écrivez votre script. Donc, c'est de la vidéo. Donc, c'est pareil, c'est vous racontez votre histoire. C'est juste, vu que vous avez choisi le format vidéo, il faut que le texte soit... qu'il y ait un peu moins de texte, parce que c'est une vidéo, donc on ne va pas mettre un gros pavé de texte. Donc, là, votre ami content designer va pouvoir faire une histoire qui va être mémorable. Et quand vous faites votre histoire, donc là, moi, le script qu'on fait, c'est souvent sur des slides. Donc, chaque slide représente un écran. Mais pensez bien qu'un écran peut prendre du temps s'il y a trop de texte. Parce que vous allez afficher le texte ligne par ligne. Donc, vraiment diminuer le volume de texte. Donc, votre script a été fait. Validé peut-être par le PM pour être sûr que tout le monde soit d'accord, ou votre équipe proche. Ensuite, vous allez créer les écrans. Donc, encore une fois, je vais parler de Figma. Dites-vous que vous pouvez dites-vous que vous pouvez faire ça, pardon, sur Google Slides ou sur Keynote. Ce que je fais, je ne sais pas si on ne voit pas ma souris, mais vous voyez la première ligne en haut. Hop. La première ligne, du coup, en haut. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai transposé donc, chaque écran en fait, de mon Google Slide sur un écran Figma. Donc, j'ai fait l'écran final. Cet écran, je l'ai transformé en composant. Et donc, je n'anime pas le composant, j'anime les variants. Donc, par exemple, pour cet écran, dans la colonne de dessous, sont que des variants de mon composant. Et donc, sur chaque variant, je masque les éléments et je les fais afficher étape par étape pour que la vidéo soit un peu fluide en termes d'animation. Et donc, entre chaque variant, je mets un petit délai de quelques millisecondes. Donc, j'anime en fait pour passer d'un variant à l'autre. Donc, après, on va dire 300 millisecondes, on passe au variant suivant. On reste un peu plus de temps sur l'écran final. Et après, on fait disparaître tous les éléments et on passe à l'écran suivant. Et ça, ainsi de suite. Donc, en fait, j'ai créé un prototype Figma. Et donc, quand vous regardez le résultat de votre prototype, vous avez l'impression que c'est une vidéo.
Donc, pour que ça soit vraiment une vidéo, petite astuce, vous pouvez utiliser un logiciel comme QuickTime. Donc, en fait, vous enregistrez juste votre écran avec, vous activez QuickTime, vous mettez play sur votre prototype, vous enregistrez votre prototype, vous arrêtez QuickTime, vous enlevez les bouts en trop, on va dire, l'avant quand vous êtes en train d'activer votre prototype. Et ensuite, vous avez juste à ajouter une musique, donc toujours sur QuickTime. Et donc, le résultat, ça donne une vidéo qui est certes, j'espère que les motion designers ne vont pas me détester, donc c'est pas la même qualité qu'un vrai motion designer, mais qui est quand même tout à fait acceptable pour présenter une fonctionnalité. Donc là, je vais vous montrer un exemple de vidéo qu'on a transmis à des marchands une fois qu'une fonctionnalité, c'était quelques jours avant qu'une fonctionnalité soit mise en place sur leur outil de gestion des réclamations après-vente. Donc, ça fait quelques temps qu'on a fait cette vidéo, mais vous voyez que rien qu'avec les Smart Animation de Figma, on peut arriver quand même à des animations assez fluides, montrer ce qui se passe dans le back-office, donc là c'est juste du prototypage simple, et raconter l'histoire de ce qui se passe côté client à chaque fois qu'ils font une action, montrer plusieurs cas de problèmes qu'ils vont avoir à résoudre, et donc montrer de façon un peu plus, on va dire, mémorable la fonctionnalité qu'ils vont avoir. Je ne vais pas montrer toute la vidéo, mais c'était juste pour vous donner un exemple de ce qu'on peut faire sans être un motion designer en maîtrisant Figma. Encore une fois, si vous le faites avec des slides, vous pouvez faire des transitions d'apparition, je crois que sur Google Slides, Keynote, etc. Vous n'aurez peut-être pas le même niveau d'animation au sein du prototype, au sein de vos écrans, mais ça peut très bien faire le job. Hop, je ne veux plus la vidéo. Voilà. Donc, voici pour le format, des petites astuces pour le format vidéo. Maintenant, on va parler du format BD. Donc, encore une fois, il y a des astuces pour le faire très rapidement. Et quand je dis très rapidement, souvent, ça peut aller de quelques heures à 1 ou 2 jours. Tout dépend de la taille de l'histoire que vous avez à faire. Même chose que la vidéo, on écrit d'abord son histoire. Donc là, c'est plus sous forme de storyboard. Donc, chaque post-it représente une étape. Et en dessous de chaque étape, vous allez dire ce que vous allez avoir dans votre image. Donc, des fois, c'est juste montrer, par exemple, Niels qui est derrière son ordi. Certains moments, vous allez vouloir montrer un écran pour illustrer justement cette étape, pour que les gens comprennent ce que vous voulez transmettre comme fonctionnalité. Et donc ça aussi, encore une fois, ça peut être fait de façon collaborative et c'est encore mieux si c'est fait de façon collaborative. Et ensuite, vous créez votre BD. Donc, vous pouvez le faire sans librairie si vous êtes un très bon éditeur et que vous avez le temps. Si vous n'avez pas trop de temps, je vous conseille vraiment de télécharger cette librairie qui est compatible avec plein de logiciels de design, qui s'appelle OpenPips. Qui a plusieurs personnages sur lesquels vous pouvez changer les émotions, les cheveux, les vêtements, même les positions. Et donc, ça vous permet en quelques heures de créer quand même une BD qui a une bonne qualité. Et donc ensuite, une fois que vous avez fait vos écrans, vos étapes de BD, vous ajoutez vos écrans. Et encore une fois, là, je vous montre, certains écrans, ils peuvent être basse fidélité. Donc là, c'est un peu plus avancé, ça va quand même pas à de la haute fidélité. Et ça peut même être un écran une capture d'écran, je veux dire, d'un benchmark. Parce que l'idée, c'est juste que les gens comprennent la fonctionnalité que vous avez en tête. Voilà pour la partie BD. Donc, encore une fois, si vous avez une petite histoire, ça peut être fait en quelques heures. Si c'est une grande histoire, peut-être compter 1 ou 2 jours. Ce qui est plus long, limite, c'est de faire le storyboard. Donc, juste avant de passer aux questions, petit résumé de ce qu'on a vu. Donc, le storytelling, c'est un très bon outil de communication.
pour travailler avec votre équipe, parce que ça permet d'expliquer un service, une vision que vous voulez mettre en place. Ça permet à tout le monde aussi de s'aligner sur ce qu'on vise au long terme et pas penser uniquement la fonctionnalité qu'on va lancer dans quelques mois, donc plus court terme. Et ça permet aussi d'inspirer. Donc, ça va peut-être générer d'autres idées. Peut-être que votre histoire, après, elle va s'améliorer parce que les gens, en lisant l'histoire, ils vont se dire « Ah, mais ouais, on pourrait presque faire ça, etc. » Donc ça peut être puissant quand même comme outil de communication. Donc, résumé des étapes, définissez l'objectif de votre histoire. Est-ce que c'est d'embarquer votre équipe pour démarrer un projet? Est-ce que c'est d'avoir un go-no-go, on va dire, de la part de vos supérieurs? Est-ce que c'est montrer un service qu'on pourrait avoir et voir quelle serait la réaction des utilisateurs? Donc, définissez votre cible aussi pour votre histoire et donc les canaux de communication pour les atteindre un peu mieux. Et donc, pensez à votre format. Parce que je vous ai montré des exemples qui étaient peut-être un peu plus avancés, mais encore une fois, c'est une question de quelques heures, voire jours. Les vidéos, par exemple, j'en ai fait un template. Donc, pas plus tard qu'hier, j'ai ma PM qui m'a demandé à 11h, est-ce qu'on pourrait pas montrer le flow de ce qu'on veut faire pour un service de façon un peu plus résumée, parce que l'audience qu'on va avoir lors de notre prochaine réunion, ils n'ont pas besoin d'avoir tous les détails. Et donc, en 1h30, vu qu'on avait déjà quelques petites explorations, on avait déjà notre flow. En 1h30, j'ai réussi à faire la vidéo. Donc, vous voyez, il y a quelques astuces à avoir pour créer un format simple qui ne vous prend pas trop de temps. Bien sûr, écrivez votre histoire. Si elle est faite de façon collaborative, c'est encore mieux. Si vous la faites de votre côté, c'est très bien aussi, mais ça va juste, la phase d'alignement va prendre un peu plus de temps. Et donc, pensez, une fois que l'histoire est faite, vous avez votre beau support, faut le communiquer. Donc, il faut trouver les bons rituels justement pour montrer ce support. Et cette histoire, encore une fois, si elle est juste montrée pendant quelques minutes lors d'une réunion, son impact il va être un peu minime. Donc, n'hésitez pas à vous y référer tout au long de votre projet, de vos itérations. Par exemple, l'histoire de Nils, on a eu plusieurs étapes pour réaliser cette expérience. Et donc, à chaque début d'étape, on remontrait l'histoire pour dire là on va impacter telle phase de notre histoire. Et quand vous présentez par exemple une vision, si vous voyez qu'en fonction des résultats business, d'une conjoncture spécifique, etc., qu'il y a des choses qui vont devoir changer, n'hésitez pas à mettre votre histoire à jour, parce que ça peut être aussi un document vivant qui va du coup pouvoir toujours expliquer la vision sans être périmé au bout de 1 an parce que la stratégie a un peu changé. Alors, si vous voulez plus de ressources sur le storytelling, honnêtement, il y a tellement de choses en ligne que c'est compliqué de sélectionner quelques éléments. Juste, je vous ai remis le lien de la librairie pour les BD, qui est un outil franchement très facile à utiliser et très puissant. Vous pouvez aller aussi consulter Storytelling with Data. Donc, c'est en anglais. Il y a plusieurs articles de blog, des vidéos et même des podcasts qui donnent plein d'astuces pour créer un bon storytelling, pour aussi savoir comment s'adresser à qui, avoir quelques petites astuces de communication pour accepter les feedbacks et comprendre les feedbacks. Donc, il y a vraiment plein d'outils autour du storytelling sur ce site. Donc, n'hésitez pas à aller le voir. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Du coup, on a quelques minutes pour les questions. Merci Elodie, c'était génial. Je vais me permettre de lire les questions. Donc, je rappelle une dernière fois, si vous avez une question là qui vous vient, il y a l'onglet questions. Vous pouvez aussi voter pour les questions. On en a déjà quelques-unes de Romain, Carole, une que j'ai retranscrite tout à l'heure. Et on va commencer par celle qui a le plus de votes, du coup, celle de Romain. Comment vendre le temps nécessaire au storytelling inclus dans les livrables product design ou dédiés sur le budget com ou conduite du changement? Comment est-ce que sur quel budget on vient prendre quand on veut faire du storytelling, et peut-être aussi quels sont les arguments pour convaincre? Oui, alors déjà bonjour Romain. En vrai, ce qui a bien marché de mon côté pour
pour commencer, par exemple, à avoir du temps pour faire ces petites vidéos, ces BD, c'est de le faire un peu en backstage, dans les coulisses, montrer une fois que ça peut marcher. Donc c'était plus simple parce que c'était pas en agence, c'était en interne. Et du coup, une fois que j'avais réussi à montrer une vidéo pour montrer le lancement d'une fonctionnalité ou une BD, les gens tu sens un certain enthousiasme, qu'ils réutilisent, etc. Et du coup, c'est beaucoup plus facile de négocier la suite. Donc, petite astuce, peut-être sur un exemple, prendre sa charge, on va dire, en interne, avoir un case study et après, ça peut faire effet boule de neige dans le bon sens pour les autres projets. Je ne sais pas si ça répond bien à ta question. N'hésite pas à nous dire. Question de personne en agence, en effet. C'est bon, je crois que tu as répondu, Elodie. Alors, deuxième question, il y avait une question de Carole. Est-ce que tu as déjà essayé d'utiliser ce type de support auprès d'utilisateurs pour tester l'appétence de l'idée? Alors, pas encore, mais honnêtement, c'est dans mes projets. Je pense qu'il faut juste trouver le bon ton pour l'histoire, pour éviter plein de biais cognitifs quand les utilisateurs vont voir cette idée. Donc, il y a peut-être l'histoire qu'on essaye un peu de bien vendre en interne ou à des utilisateurs finaux. Et quand c'est pour tester un concept, il faut peut-être être un peu plus mesuré sur la façon dont on va présenter la fonctionnalité. Mais c'est quelque chose qu'on a en tête, Carole, et que j'ai malheureusement pas encore eu l'occasion de faire. Du coup, juste pour compléter, il faudrait éviter de trop enjoliver l'histoire pour avoir un effet négatif sur le test. Qu'est-ce que tu entends par là? C'est-à-dire que si on surjoue, on risque d'avoir les utilisateurs qui vont avoir des paillettes dans les yeux. Donc, c'est ce qu'on veut, mais est-ce qu'on ne va pas avoir un résultat biaisé parce que, justement, quand ils testent le concept, je veux dire, de leur côté, il y a le côté histoire et paillettes qui est un peu parti. Donc après, c'est à nous d'être bons aussi en tant que designer, sur le content design, sur l'expérience qu'on va fournir, qu'elle soit de très très bonne qualité. Mais peut-être que avant de présenter l'histoire, peut-être que juste montrer un petit prototype et savoir ce qu'ils pensent de ce concept, ça peut être plus pertinent. Merci. Il y avait une question un petit peu de Charlène qui rejoint celle de Carole. Est-ce que tu as déjà essayé de co-créer un storyboard, un storytelling avec des utilisateurs, pas seulement l'équipe projet? Non, parce que pour l'instant, ces histoires, on faisait plutôt tester des prototypes, montrer des idées qu'on avait plutôt via des écrans que de co-créer le storytelling. Donc, ça pourrait être quelque chose d'intéressant à expérimenter pour leur demander, je prends le cas de la prévente, quelle serait leur expérience idéale. Ça pourrait être très intéressant, mais encore une fois, on n'a pas eu encore l'opportunité. Alors, c'est quelque chose qui a été un peu fait, pas sous forme de storyboard avec les marchands. On a un événement qui s'appelle le Back Forum. Et donc, on demandait justement à certains marchands de nous raconter les problèmes qu'ils pouvaient avoir et quelle aurait été leur solution idéale. Et donc, ça peut être justement sous forme d'étapes, mais je ne suis pas sûre qu'on ait utilisé le storyboard détaillé comme j'ai pu vous montrer. Il y a Carole qui demandait aussi si tu avais des astuces pour implémenter encore plus le côté émotionnel. Comment, si on veut vraiment faire une histoire hyper importante, qu'on doit répondre dans toute l'entreprise, qu'on veut que ça marque les esprits, comment est-ce qu'on fait pour mettre plus d'émotionnel? Alors, si on parle de vidéo, donc le côté émotionnel, ça peut paraître très accessoire, mais en vrai, ça change beaucoup de choses. C'est la musique que vous allez mettre dans votre vidéo. Si c'est là, ce que je vous ai montré, c'est une musique un peu posée, c'est le lancement d'une nouvelle fonctionnalité qui aide les marchands pour la gestion de leur après-vente. Donc déjà, c'est quand quelque chose s'est mal passé, donc il n'y a pas non plus une excitation grandiose
à avoir, même si ça va leur faciliter la vie, c'est pas comme si on leur proposait un service, on va dire, pour leur permettre de vendre beaucoup plus. Donc là, vous voyez, le ton de la musique peut changer. Quand on a fait une vidéo pour le lancement d'un service en interne, donc là, vous mettez une musique bien rythmée qui motive les troupes. Et donc là, si vous regardez la vidéo sans musique, bon, bah, c'est déjà très bien, mais vous ajoutez la musique, enfin, il y a toute l'émotion de OK, on y va, ça va être top, c'est une super idée, bah, il y a toutes ces émotions-là qui ressortent. Et après, dans les baisers, pour le côté un peu émotionnel, j'utilisais aussi, sur certaines étapes, là, je ne pouvais pas trop vous le montrer sur PowerPoint parce que c'était pas, dans cette histoire-là, ça n'avait pas lieu d'être. Mais dans d'autres histoires, j'utilisais des gifs, des petites animations aussi sur certaines cases de la BD, donc pas sur toutes parce que sinon ça va être trop compliqué à lire. Mais ça peut être par exemple quand Nils récupère son téléphone, avoir un petit tada et des confettis qui tombent. Donc le côté animation peut aussi créer un peu d'émotion. Merci. Il me semble qu'on avait encore une petite question. Moi, j'en ai une, en fait, tout simplement, parce qu'à un moment, on parlait de conduite du changement dans la question de Romain, et je me demandais un petit peu cette pratique du storytelling aujourd'hui chez Back Market. Est-ce que d'autres services se la sont appropriés? Comment est-ce que ça se passe? Est-ce que pour toi, ça pourrait être utilisé aussi dans du changement de process de travail, ce genre de choses? Ça peut être utilisé dans le changement de process de travail. Ce que je disais, le storytelling, ça peut aussi montrer des résultats de recherche utilisateur. Donc, si on constate, par exemple, dans notre façon de travailler, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il y a un problème à résoudre, on peut très bien raconter l'histoire en disant, bon, bah, voici la journée typique de Romain qui passe par telle phase, et là, on montre toutes les pains, en fait, qu'il a. Et là, mais 2 ans après, ou 1 an après, tout va beaucoup mieux pour Romain parce qu'il a résolu tel problème grâce à cette nouvelle méthode, etc. Enfin, c'est quelque chose qu'on peut faire aussi pour montrer des problèmes déjà et présenter des solutions qu'on aimerait avoir. Donc les problèmes, ça s'applique à tout, que ça soit nouvelle fonctionnalité ou façon de travailler. Merci beaucoup, Elodie. Si là, tout de suite, il y a une dernière question dans le chat, on a encore un tout petit peu de temps. Si c'est OK pour vous, n'hésitez pas aussi à nous le dire si vous n'avez plus de questions, comme ça, comme ça on le sait. On a un dernier commentaire de Daniel qui nous dit qu'il lui arrive d'utiliser le storytelling avec des utilisateurs en mode guérilla. Donc c'est ce dont on parlait tout à l'heure avec les questions de Carole, en réalisant une première version très grossière. Ouais, ça permet d'avoir un premier avis des utilisateurs, un premier ressenti. Et c'est vrai que c'est déjà pas mal. Et puis, je sais pas, Daniel, si quand tu montres du coup, j'imagine, le prototype juste après, donc tu mets les gens en situation et après tu montres le prototype, mais c'est vrai que ça permet d'avoir un premier ressenti. Carole aussi, je crois qu'il utilise un petit peu cette méthode, tu nous le disais plus haut, pour montrer l'histoire aux utilisateurs, voir un peu les points de vigilance. Bon. Ouais, ça peut être juste 3 images. Ok, ça marche. Il y avait une question peut-être qu'on n'a pas vue, mais tu en avais un peu parlé. C'était une question que moi j'avais reportée. C'est quelle est l'implication des visual designers? Donc éventuellement, tu nous as dit, si tu me dis si je me trompe, mais qu'il n'y avait pas forcément besoin d'un gros niveau de détail. Mais peut-être, comme tu nous parlais des templates, est-ce que tu as quelques techniques pour aider les gens à prendre en main au-delà des outils que tu as déjà partagés, à se lancer? Tu veux dire pour des designers ou non-designers? Et je pense pour des gens, par exemple, qui seraient alors soit des designers, mais très peu visuels, ou alors pas du tout des designers. Alors, de toute façon, moi, je viens de l'UX design, donc à la base, je ne suis pas du tout sur la partie UI illustration. Donc, un tips, même pour ceux qui ne sont pas du tout designers, encore une fois, n'hésitez pas à prendre des captures d'écran de benchmark pour les étapes qui ont besoin d'être illustrées. Et dites-vous que toutes les étapes n'ont pas besoin d'être illustrées parce qu'en racontant l'histoire, en montrant juste à l'écrit avec quelques mots, on arrive à comprendre ce que vivent nos utilisateurs. Donc, vraiment sélectionnez les éléments clés que vous avez besoin d'illustrer
Et si vous n'êtes pas illustrateur ou designer, prenez des captures d'écran d'éléments qui pourraient ressembler à ce que vous souhaitez faire. Mettez-les en noir et blanc si vous voulez vraiment enlever la marque, on va dire, qui fait cette fonctionnalité. Et si vous êtes designer, je pense que quand vous êtes designer, le problème, ça peut être le temps aussi à allouer. Donc, si vous n'avez pas trop de temps, faites vraiment du low fidélité en mode sketch. Si c'est pour transmettre une idée, une vision, mais que c'est pour que le projet commence et que tout soit designé, restez sur du low fidélité parce que sinon ça va être un peu frustrant pour ceux qui vont devoir faire la version finale, la version réelle du projet. Donc restez sur la low fidélité, et si le projet se lance et que là vous avez des éléments plus haute fidélité, vous pouvez mettre à jour votre histoire et ajouter ces écrans. Alors après, faites juste attention si vous utilisez le format BD. Des fois, c'est trop détaillé et donc dans une petite case, on a du mal à avoir un écran. Donc, des fois, il vaut mieux rester aussi en basse fidélité. Tu avais dit aussi à un moment qu'on pouvait le faire par mail. À quoi est-ce que ça ressemble un mail un petit peu? Oui, alors sur les emails, on peut quand même ajouter des images. Donc, ça peut être, justement là, c'est là où le content designer va avoir un rôle clé parce que l'histoire, elle va plus passer par des mots. Et peut-être quelques images pour illustrer certains propos. Donc, comme dans la BD, il y a des choses que vous allez vouloir illustrer. Donc là, vous pouvez utiliser des images aussi animées pour montrer une petite animation sans problème. Je crois qu'il y a une dernière question qui est apparue. On a encore un peu de temps. Tu as quelques minutes encore avec nous, Oui. Ok. Alors, c'est une question de Nicolas. Alors, elle est un peu directe. Comment est-ce qu'on pourrait faire, comment est-ce qu'il faut faire pour surtout ne pas être perçu comme juste de la communication? Comment est-ce que tu prends cette mesure pour dire, voilà, si quelqu'un voit cette vidéo, qui se dise pas c'est promotionnel, mais c'est vraiment un but collaboratif? Alors, je vais prendre un exemple. Donc, l'histoire de Niels, on l'a présentée en kick-off du projet pour implémenter la solution automatique pour sélectionner son magasin de réparation. Donc là, les écrans, vous voyez, étaient assez haute fidélité. Ça aurait pu être encore plus basse fidélité. Quand on a commencé ce projet, on n'a pas fait tout le projet. Donc, c'était important de montrer que là, on va commencer par telle ou telle phase de notre histoire. Et donc, pour montrer que c'est pas que du bullshit, en fait, c'est aussi la façon dont on tourne l'histoire. Si on envoie trop de paillettes, si on voit que ça va trop loin, du coup, il faut le dire juste directement, c'est une vision à 5 ans. Et donc, c'est juste pour vous inspirer sur le long terme, mais on va commencer par ce petit problème. Donc, je pense que tout le monde a besoin d'être inspiré pour savoir que cette petite brique va servir pour construire ce grand mur. Donc, après, c'est à vous aussi de bien jauger en fonction de votre audience et en fonction de votre objectif, en fonction de la maturité de l'équipe aussi sur ce genre de support, jusqu'où vous voulez aller à quel niveau on va dire, vous voulez montrer l'expérience à 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est à vous de choisir. Peut-être que pour une équipe qui n'a pas du tout l'habitude de voir ce genre de support, ça peut être bien juste d'avoir, au lieu de montrer quelque chose de très long terme, commencer quelque chose peut-être sous 1 an. Et comme ça, ils vont voir que ce qu'ils vont faire, ça va avoir quand même ça fait partie d'une grosse partie de l'histoire, et ils comprennent quand même vers quoi on va. Donc après, je pense aussi montrer que c'est pas du bullshit et juste comme de la communication creuse. Faut que ça soit approprié sur des sujets qui vont être mis en place. Si c'est quelque chose qui sera jamais mis en place, où il n'y a pas la première brique qui va être implémentée dans les quelques mois, les gens vont se dire, ok, en effet, c'est juste une belle vision du bullshit, mais on va pas pouvoir le mettre en pratique tout de suite. Donc, choisissez peut-être le bon timing pour communiquer votre histoire. Merci. Merci beaucoup, Elodie.
Merci à tous et à tous qui avez été avec nous. Merci pour votre écoute attentive. Merci pour toutes vos questions. Voilà, cet épisode sera bientôt disponible sur notre chaîne YouTube. En général, ça nous prend entre une semaine et 15 jours. Vous pouvez aussi retrouver sur notre chaîne YouTube tous les autres épisodes. Et puis, j'espère à dans un mois pour le prochain Design Bento Box. Au revoir tout le monde. Encore merci, Elodie, d'avoir été avec nous. Merci, au revoir.